Bonsoir, nouvelle édition spéciale législative sur TV Fil. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Jusqu'au 7 juin, TV Fil vous propose une série de débats sur les principales circonscriptions des Yvelines. Ce soir, nous allons nous arrêter sur la deuxième circonscription qui comporte notamment les communes de Vélizy, Manille-les-Hameaux ou encore Voisins le Bretonneux. Voilà, ils sont 12 candidats effectivement à se présenter sur cette circonscription. 10 ont accepté de venir débattre. À noter que Marie-Brigitte Delamaduère pour le Parti chrétien démocrate et Valérie Pécresse pour l'UMP n'ont pas répondu favorablement à notre invitation. On a déjà 4 candidats pour ce premier plateau. Jacques Loyos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 4 mandats maire de Manille-les-Hameaux, premier vice-président de la communauté d'agglomération et vous vous présentez sous l'étiquette Parti socialiste. Fabien Bazenet, bonsoir. Vous êtes candidat MoDem, vous êtes d'ailleurs vice-président du MoDem dans les Yvelines et notamment vous œuvrez au sein d'une association à Jouy-en-Josas qui œuvre pour le cadre de vie, l'environnement. Donc c'est un sujet dont on va débattre évidemment dans cette circonscription. Et puis également sur ce plateau, François Simeoni, bonsoir, candidat du Front National, candidat du Rassemblement Bleu Marine. Sur cette deuxième circonscription, vous avez déjà été candidat aux élections cantonales, c'était en 2011. Face à vous, Esther Penouille, bonsoir. Candidate du Front de gauche, vous avez déjà été candidate aux législatives en 2002, en 2007 et c'était pour le Parti communiste. Alors avant de lancer les débats et de vous entendre, nous regardons ce reportage préparé par Johanna Soudry pour faire le point sur les enjeux de cette deuxième circonscription des Yvelines. Sur 12 circonscriptions que compte le département des Yvelines, la deuxième réunit les cantons de Chevreuse, Vélizy-Villacoublay et Versailles-Sud. Ainsi sont directement concernées les communes de Vélizy, Toussus ou encore Versailles. Sur le territoire saint-quentinois, la deuxième circonscription englobe Manille-les-Hameaux et Voisins le Bretonneux. En 2010, le nouveau découpage électoral a entraîné des changements sur la deuxième circonscription qui a accueilli le canton de Viroflay et cédé la commune de Ménil-Saint-Denis à la 11e circonscription. Le nombre total de communes rattachées à la deuxième circonscription s'élève alors à 20. Les enjeux de cette circonscription portent en majorité sur les transports. Le nouveau métro automatique inscrit dans le Grand Paris reliera Versailles à Orly via Satory, Saint-Quentin-en-Yvelines et le plateau de Saclay. Mais comment ce métro sera-t-il construit? En aérien ou en souterrain? Ne pas défigurer le paysage et préserver le parc naturel régional de Chevreuse est une autre priorité propre à la deuxième circonscription qui allie territoire urbain et rural. Enfin, le dossier autour des nuisances de l'aérodrome de Toussus-le-Noble reste ouvert. Depuis 2002, l'UMP règne sur la circonscription avec Valérie Pécresse, l'ancienne ministre du Budget. Après son entrée au gouvernement de Nicolas Sarkozy, la députée a laissé sa place à son suppléant Yves Vandeval. En 2007, la candidate sortante avait été élue dès le premier tour avec 54,8% des voix. Elle se représente cette année sous l'étiquette UMP avec Yves Vandeval comme suppléant. Voilà pour ce sujet sur les enjeux sur la deuxième circonscription. Alors on va commencer traditionnellement par une première question que je vais vous poser à tous en 30 secondes. Votre mesure prioritaire si vous êtes élu le 17 juin, déjà au deuxième tour le 10 juin mais élu le 17 juin. Jacques Loyos, votre première mesure. C'est très simple, donc c'est une continuité par rapport à ce que sur lequel je me suis engagé déjà. D'une part, donc là, ça élargit un peu le sujet, donc c'est donc d'une part la situation de Vélizy, des enclavés Vélizy. Ensuite, la problématique liée donc à l'emploi et au logement, quelque chose donc, qui est effectivement très important, notamment par rapport donc aux gens qui sont modestes. Et troisièmement, donc, c'est donc de préserver le parc naturel et d'œuvrer donc pour qu'il y ait donc cette bonne harmonie entre le parc naturel et la partie urbaine. Je suis toujours très engagé donc sur effectivement le fait que donc les deux sont vraiment intimement liés, et à la fois la partie urbaine et la partie rurale. D'accord. Fabien Bazenet. Moi, c'est un changement de méthode. Je pense que les Français et beaucoup d'Yvelinois ont montré qu'ils en avaient assez de la gestion sarkozyste. Donc un changement de méthode, c'est-à-dire, c'est assez simple, de mieux écouter les élus, les associations et les citoyens, ce qu'on reproche aujourd'hui dans beaucoup de projets comme le plateau de Saclay, comme Toussus, où finalement les citoyens sont assez peu écoutés. On va continuer. Avec un positionnement indépendant à l'Assemblée, je tiens à le préciser. On continue le tour de table, 30 secondes pour situer la priorité du candidat, la priorité à présent de François Simeoni sur cette élection. Oui, moi je pense qu'on est en train de faire rentrer les Français dans une période d'austérité, rendre les Français responsables des mauvaises politiques qui ont été menées depuis 30 ans, aussi bien par l'UMP que par le PS. Donc moi, en tant que député, j'essaierai de résoudre et d'essayer d'éviter les mauvaises dépenses. Il y en a beaucoup. On peut citer des mauvaises dépenses induites au niveau des transports, comme par exemple le projet de trolleybus entre Châtillon et Viroflay, sur lequel on peut discuter, d'ailleurs qui a été défendu notamment par Mme Pécresse, dont je regrette l'absence ce soir, puisque je suis finalement le seul représentant, en quelque sorte, de l'opposition à la gauche ce soir sur le plateau.
Esther. Il va être content, Flavien Besnet, ça commence bien. Ça commence bien. Allez, on finit ce tour de table. Esther Fenouil. Alors, je voudrais d'abord rappeler que ce sont des élections nationales. Hein. Donc, pour notre circonscription, c'est notre programme L'Humain d'abord qui répond directement aux difficultés de notre pays et qui vont s'aggraver si on ne s'attaque pas aux véritables causes. Donc c'est ce programme-là que nous allons mettre en œuvre. Les causes de la situation, c'est la finance, c'est la mauvaise répartition des richesses, c'est la précarité de l'emploi, la casse des services publics, la dégradation de l'environnement. Voilà, donc si je suis élue, je défendrai en priorité des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Non seulement pour répondre aux attentes des salariés, qui se mobilisent très souvent en ce moment dans les entreprises, mais également pour les attentes des retraités, des jeunes, des associations, et aussi parce que ces mesures sont une condition, ces mesures de revalorisation du pouvoir d'achat, une condition pour la relance de l'économie. Nous porterons donc le SMIC à 1 700 € brut. Alors, on va je vous arrête là parce qu'on parlait de la mesure prioritaire. Et si on vous laisse dérouler une minute, mais on viendra sur tout le programme, ça va être effectivement un peu compliqué pour lancer ce débat. Je précise justement que le temps est chronométré. Nous vous tiendrons bien évidemment informés pour que l'équilibre soit respecté. Et puis la répartition des différents candidats sur le plateau s'est fait en fonction des résultats obtenus lors du premier tour de l'élection présidentielle. Et il y aura encore 6 autres candidats durant la prochaine heure qui vont nous rejoindre. On passe donc à la première thématique, Catherine, c'est l'environnement qui va nous intéresser. Et oui, l'environnement, et vous l'avez évoqué un petit peu, Jacques Loliot. Effectivement, déjà, la charte du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse a été élargie. Il y a des communes supplémentaires qui sont arrivées. Et à la fois, sur cette circonscription, il y a donc cette vallée de Chevreuse. Et puis après, il y a tout le côté urbain autour de Vélizy. Alors, quelles seraient vos propositions pour à la fois préserver cette vallée de Chevreuse et à la fois être dans la réalité, construire des logements, accueillir des entreprises ? Je peux répondre? Allez-y, si vous voulez prendre la parole. Donc, le parc naturel, donc, on a voté une charte. Donc, donc le parc naturel s'agrandit. Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'il était un peu donc, en situation difficile du fait donc, de sa petitesse, en quelque sorte. Donc, on a défini une charte. En même temps, donc, dans cette charte, donc, il y a aussi un changement très important qui est effectivement l'obligation de créer du logement, et du logement social, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est une avancée. Donc il faut qu'on poursuive donc, et qu'on puisse donc, faire en sorte qu'on travaille intelligemment ensemble donc, au niveau de l'ensemble de ces nouvelles communes. Par contre, en ce qui concerne, donc, où je suis plus inquiet, et c'est plus difficile, c'est donc tout ce qui concerne le plateau de Saclay. Oui, parce que donc, là, on est effectivement, donc, on quitte le parc naturel et on entre effectivement dans une partie urbaine, semi-urbaine. Nous avons intérêt, donc ça c'est ma position, à préserver les terres agricoles. Elles sont vraiment d'une richesse intéressante. Et en même temps, il y a un plan de préservation des terres agricoles. Oui, bien sûr. Donc, 2135 hectares. Oui, mais donc il y a une partie qu'il nous faut garder. Donc, et puis en même temps, donc, il y a deux éléments. Je crois que donc, le premier point qu'il faut faire avancer, et le plus vite possible, c'est donc finaliser le TCSP, transport en site propre. Ça, c'est indispensable. Il s'arrête actuellement sur ma commune, à Châteaufort, et il s'arrête donc à Polytechnique. Il faut qu'on joigne donc deux bouts. Bon, joindre Saint-Quentin à Massy, donc l'interconnexion, c'est idéal. Ensuite, donc, se pose le problème du métro. Vous l'avez abordé. Le problème du métro, donc, je pense que c'est une chose donc intéressante, notamment pour rapprocher donc les populations de la grande banlieue, notamment sur la région parisienne assez rapidement. La liaison directement avec Orly, qui est aussi intéressante, notamment par rapport aux entreprises. Elles me le demandent toutes d'ailleurs en la matière. Et donc ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Et que donc dès l'instant où on crée un métro, donc il faut qu'il puisse donc être donc perçu positivement et qu'il ne dégrade pas finalement donc l'avenir. Quand on crée ce genre de choses, donc c'est pour des décennies et des décennies. Et c'est l'héritage qu'on laisse donc à la nouvelle génération. Donc vous êtes plutôt pour l'enfouissement de ce métro oui. Sur la partie. Fabien Besnet, je voudrais avoir votre position sur l'environnement parce que je l'ai dit, vous habitez Jouy-en-Josas, vous êtes membre d'une association qui milite justement pour le cadre de vie, plutôt du côté de Jouy-en-Josas, mais sur justement quel devenir pour le parc naturel et puis le plateau de Saclay. Alors moi je défends un aménagement équilibré du territoire. Alors forcément, c'est compliqué à expliquer. L'idée, c'est pas forcément d'être contre toute nouvelle construction, c'est de construire intelligemment dans les villes. On voit aujourd'hui, notamment avec le projet du plateau de Saclay, qui est un projet des années 70, qui ressort tous les 10 ans, qui est très confortable pour des gens à Paris. Bien sûr, on sait qu'il y a des pressions immobilières. Il faut construire. Voilà, là, on a des terres qui sont libres pour pouvoir construire. Forcément, moi, je m'oppose complètement à l'urbanisation et à rendre les villes une banlieue dortoir. C'est pas du tout l'idée. Je pense qu'il y a une vraie valeur à la fois environnementale et une richesse pour le patrimoine à défendre. Et donc une solution simple, on a fait aujourd'hui un constat, c'est qu'on a
fait un inventaire de tous les lieux qui pourraient être rénovés. Il y a plein de bâtiments à rénover, il y en a plein à Jouy, des milliers de mètres carrés, Parc du Moncel qui était l'ancienne fondation Cartier, Commun du Château, etc. Et l'idée c'est plutôt de rénover tout ce patrimoine au lieu de bétonner, pour l'instant. Il faut y aller étape par étape. Et pour revenir sur la question du métro, moi je ne suis pas contre le métro effectivement sur Versailles, Saint-Quentin, des lieux où c'est déjà urbanisé, mais je suis contre sur le plateau de Saclay puisque ça ne répond absolument pas aux besoins aujourd'hui des habitants. Donc contre, ça veut dire pas de métro? Pas de gare sur le plateau de Saclay. Pas de gare sur le plateau. Aujourd'hui. Mais un métro quand même. Le métro pour relier Saint-Quentin, Versailles, Comment? évidemment. Même chose. Ouais. Voilà. Si ce n'est qu'il y a une chose qui m'inquiète quand même terriblement, c'est effectivement tout ce qui doit se créer donc, sur le plateau de Saclay, avec le nombre d'emplois privés, donc les scientifiques. Tout ça donc, va amener une population nouvelle, donc un flux important donc, de personnes qui vont travailler. Mais la problématique qui n'est pas réglée aujourd'hui, c'est donc le logement. Et ça, c'est quelque chose donc, de très important. Et donc, il est hors de question que la loi de 50 ans d'Yvelines serve effectivement donc d'éléments pour recevoir uniquement du logement sans l'activité. La réussite de 50 ans en Yvelines, auquel je suis quand même engagé depuis très longtemps maintenant, c'est effectivement cet équilibre habitat-emploi. Et ça, c'est vraiment très important. Jacques Leleuze, vous êtes environ à 3 minutes de temps de parole, 2 minutes pour Flavien Bazenet pour le Modem. On va donc passer la parole aux 2 autres candidats qui sont sur ce plateau. Est-ce que vous souhaitez exprimer vos points de vue, notamment sur cette question du métro, du Grand Paris, de l'enfouissement? Quel regard avez-vous sur cette question? On va commencer peut-être avec vous, Esther Penouille. Moi, je pense qu'il faut partir des besoins des gens. Et dans notre circonscription, les jeunes, les familles, les retraités doivent pouvoir travailler, étudier, se déplacer, se loger. Donc, nous appliquerons partout la loi SRU. Sur toute la circonscription. Nous proposons même d'élever le seuil de logements sociaux obligatoires à 30% dans les zones tendues, ce qui est le cas en région parisienne. Moi, je suis une militante des transports en commun, donc nous sommes pour le développement des transports en commun, et notamment en commençant par la rénovation des RER B, notamment, et C, qui ont des grands besoins. Après, en renforçant les moyens aussi, parce qu'il ne s'agit pas non plus de multiplier les modes de transport, encore faut-il qu'on donne les moyens à ceux qui existent déjà en personnel, en matériel et en personnel. Et nous agirons aussi, vous parlez d'environnement, il faut qu'un territoire soit vivant. Il faut donc qu'il y ait des services publics de proximité, la poste, la sécurité sociale. Et puis, il faut que tous ces aménagements, et notamment le plateau de Saclay, se fassent en impliquant les citoyens. Or, ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Et moi qui habite Vélizy, vous savez, je me rappelle des débuts de l'enquête publique pour le tramway. Eh bien, nous avons beaucoup mobilisé pour que les personnes concernées, les usagers, les riverains, s'expriment. Et malheureusement, l'enquête publique n'en a pas beaucoup tenu compte de toutes les remarques qui ont été faites. Et il faut rappeler quand même que ce tramway Vélizy-Viroflay, c'est quand même la gauche qui l'a voté au Conseil régional. Hein. C'est pas du tout. Voilà, on est dans cette logique où à gauche, là, on est pour le développement des transports en commun. Il est lancé, ce tramway? Il est lancé. Vous pensez que c'était une erreur de le lancer? Pas du tout. Mais nous, on était favorables. Nous, c'est la gauche. Pas du tout. Mais ce qu'on voulait, c'est que ça soit fait dans la concertation. Voilà. Il faut que et c'est la même chose pour tous les aménagements du territoire. Vous savez, on a l'impression que le plateau de Saclay, ça se fait par-dessus les citoyens. Qui est-ce qui est au courant? On n'a aucune information à ce sujet. Comment voulez-vous que les gens se déterminent s'ils n'ont aucune information sur l'aménagement du plateau de Saclay? On va parler économie, emploi, et on aura l'occasion donc de reparler notamment du plateau de Saclay, mais on va laisser auparavant la parole à François Simeoni. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur le trolleybus qui va rejoindre Châtillon, Vélizy, Viroflay. Et c'est un projet donc, qui est aménagé en site propre. Hein. C'est un site propre pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est un site nettoyé, ça veut dire que c'est un site dédié uniquement à la circulation du trolleybus. C'est-à-dire que ça exclut bien sûr l'automobiliste de ce secteur. Alors quand on sait les difficultés des automobilistes à circuler, on sait très bien que tous ces travaux qui sont prônés de manière générale aussi bien par l'UMP que le PS et les Verts tendent finalement à rendre la circulation automobile la plus difficile possible. C'est marqué d'ailleurs dans les plans locaux de déplacement des communes. Seuls d'ailleurs les Verts ont l'honnêteté de dire que c'est effectivement pour rendre la circulation automobile très difficile, c'est-à-dire rendre la vie difficile aux automobilistes, donc les citoyens apprécieront. Et pour ce qui est plus spécifiquement du trolleybus, là dont je parle, alors l'appellation tramway est inexacte, parce qu'un tramway c'est sur rail, alors qu'on vous propose... c'est sur pneus. Voilà, sur pneus. Ouais. Et il faut savoir que l'appareil en question est un appareil qui est fabriqué par la société LOR Industrie, qui s'appelle en fait le Translor, qui est expérimenté à Clermont-Ferrand,
qui est en fonctionnement à Clermont-Ferrand, qui est en fonctionnement à Padoue, qui est en fonctionnement à Shanghai, pour lequel il y a eu de nombreux accidents, dont certains mortels. Donc c'est un véhicule qui est sur pneus, qui a un rail de guidage central, et il se trouve que ces véhicules, très souvent, sortent du guidage et à ce moment-là devient incontrôlable. Les différents incidents qui se sont produits, on peut les trouver assez facilement. Ils sont relevés par le bureau enquête accident. Donc vous seriez pour qu'on fasse une enquête sur ce... Alors les enquêtes sont en cours, c'est-à-dire que les bureaux enquête accident ont remis déjà leurs résultats. Et manifestement, c'est un appareil qui est potentiellement dangereux. C'est un appareil aussi qui est potentiellement coûteux. Le choix a été fait de ce trolleybus, pas pour n'importe quelle raison. C'est parce qu'il est beaucoup moins coûteux que le tramway à l'achat. C'est-à-dire qu'en fait, il est 25% moins cher à peu près. Par contre, à l'entretien, il devient extrêmement coûteux en termes énergétiques, puisque le roulement sur pneus est beaucoup plus consommateur que le roulement sur rail, d'une part. Et d'autre part, le système de galets qui assure la sécurité du système doit être revu périodiquement, doit être changé périodiquement, sinon il y a des accidents. Donc vous n'êtes pas contre le système de ce grand métro, mais une autre technologie à utiliser, c'est ça ? Pour préciser, si vous voulez, la sécurité des Français ne doit pas être mise en jeu. Et là, ce système-là met en jeu la sécurité des gens. Les dépenses qui vont être à venir pour les générations futures avec ce système vont être importantes. Donc ce serait trop coûteux. Ça serait trop coûteux. Je vais vous couper puisqu'on a effectivement d'autres thématiques, mais vous parliez d'économie justement. Vous avez la parole, je vais vous la laisser. L'idée de Valérie Pécresse, donc la députée sortante sur cette circonscription UMP, c'était de faire du plateau de Saclay une Silicon Valley à la française. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Qu'en pensez-vous? Et puis on fera réagir également les autres invités. Et quel axe de développement là? Et écoutez, sur Saclay, on sait très bien que l'université Paris-Sud était présente, les grandes écoles sont présentes, Polytechnique, Télécom, etc., Supélec. C'est un milieu que je connais puisque j'ai fait mes études en partie à l'université Paris-Sud. Donc effectivement, on a un pôle d'excellence dans ce domaine-là. Maintenant, le problème au niveau de la recherche et de la loi de réforme des universités, tendant un petit peu à réduire les crédits aux universités au détriment souvent des grandes écoles, ne va pas, à mon avis, cette loi qui a été donc donnée par Valérie Pécresse, proposée par Valérie Pécresse, ne va pas dans le bon sens de la recherche, de l'amélioration de la recherche en France, avec finalement une diminution des crédits. Et donc, si on veut faire un pôle d'excellence de recherche, il faut commencer par donner les moyens à la recherche. Et les moyens à la recherche ne sont pas issus de la loi de la LRU, puisque actuellement, beaucoup de professeurs et de chercheurs disent qu'avec cette loi, leurs moyens ont diminué. Donc, on peut construire tous les... Donc, plus de moyens pour la recherche. Voilà, on peut construire tous les tramways qu'on veut, enterrés ou pas, mais si on n'a pas de chercheurs et si on n'a pas de moyens pour faire cette recherche... Fabien Basnet. Sur le développement économique, vous, notamment, un de vos axes d'intérêt, ce sont les PME. Oui, je rebondis quand même sur ce qui vient d'être dit. Vous êtes très en retard sur cette parole, vous avez déjà un peu de temps. Merci. Vous savez que je suis enseignant-chercheur à l'Institut Mines Télécom, que je dirige un master. Du coup, la question me concerne directement. Je pense que l'idée de monter une Silicon Valley à la française est une idée assez fausse économiquement. C'est un mauvais levier, puisqu'il est montré par plein de chercheurs que la proximité géographique ne se transforme pas forcément en proximité économique. En gros, l'idée, c'est de dire qu'il y a des barrières culturelles, de moyens dans la recherche, qui dépassent largement le fait d'avoir une cafétéria en commun, qui était, pour reprendre l'expression de Naticus Comoré, le plateau Pécresse. Je pense que pour le coup, c'est une erreur et c'est entre guillemets, une arnaque aux citoyens, puisque derrière, on sait très bien qu'il y a plutôt un plan d'urbanisation intense. Alors après, le fait de regrouper quelques écoles pour mutualiser les moyens, c'est pas complètement idiot. Voilà, donc ça ne changera pas grand-chose en termes de création d'emplois. Alors, en ce qui concerne les PME, qui sont effectivement l'un de mes axes principaux dans cette campagne, deux choses très simples et pas très coûteuses. D'une part, revoir la fiscalité. C'est aujourd'hui que les commerçants et les petites entreprises sont extrêmement imposés, et quand on compare ça aux grosses entreprises, on voit bien qu'il y a un problème. Il n'y a aucun bon sens là-dedans. Et puis le deuxième point, c'est de faciliter sur le plan administratif la gestion des petites entreprises. Je suis aussi associé d'une petite entreprise, donc je connais les difficultés. Effectivement, ce serait bien de simplifier sur le plan administratif, ce qui permettrait aux PME de chercher des clients au lieu de s'occuper de faire des dossiers.
Jacques Lelios. Voilà, et Esther Penouille ensuite qui était également en retard sur le temps de parole, mais allez-y Jacques Lelios pour le développement. Plus brièvement. Laissez la parole à Esther Penouille. Donc pour le développement alors. Oui, alors nous sommes pour l'abrogation de la loi SRU. La loi SRU, c'est LRU, pardon. Ah oui. Non, parce que le logement, vous en avez parlé tout à l'heure. Non, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, évidemment. Bon, parce que cette loi, elle n'est pas amendable. Elle est inspirée par une politique au contraire aux principes d'indépendance, de collégialité, de démocratie, qui sont ceux des universités et des chercheurs. Voilà, donc il faut abroger cette loi et établir une nouvelle loi rétablissant l'unité du service public d'enseignement supérieur de recherche et puis instituant un véritable équilibre des pouvoirs au sein des universités et de la recherche dans le respect du statut général de la fonction publique. Et puis, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez, tout ça s'est fait dans la parfaite... c'est antidémocratique. Là, j'ai par exemple une association qui a fait une étude qui met... parfaitement en évidence la manière dont ça a été conçu. Voilà, c'est la place tout à fait particulière. Pour vous, vous dites plus de démocratie. Pareil, dans le choix du développement économique, il faut plus de démocratie. Mais oui, tout à fait, parce que c'est un projet qui est complètement antidémocratique. Il est passé par-dessus les intéressés, les chercheurs qui sont déjà contre la loi LRU. Il est contre... Je vois que François Simeoni partage votre point de vue. Puisque oui. Je ne vais pas vous repasser la parole parce que vous étiez en avance, mais je vais la passer. Je vous interromps, je vais la passer à Jacques Lelios. Et ensuite, il y a deux sujets que nous allons aborder s'il nous reste assez de temps. Ensuite, ce sera la question de l'enseignement de l'éducation et de la santé également. Mais allez-y sur la question économique. Le problème du métro. Donc non, je crois qu'il faut pas être timoré. Il faut affiner finalement le côté technique. Donc il faut vouloir on le veut ou on ne le veut pas. Il faut le vouloir d'une certaine façon, en protégeant les terres agricoles et en faisant en sorte que donc on améliore la sécurité pour les personnels, pour les clients, etc. Et donc je connais moi donc une ville qui est remarquable, qui a fait donc là-dessus d'efforts considérables, la ville de Montpellier, qui met en pratique effectivement donc tout le système de tramway, qui est irrigué complètement au niveau de la ville. C'est remarquable et ça rend service. Et en même temps, les Tomiches changent de comportement. Pour eux, voilà, c'est clair. Donc, en ce qui concerne donc, le problème économique, je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Toute cette discussion, ce projet donc, sur le plateau de Saclay, donc c'est fait sans concertation. C'est quelques-uns seulement qui ont décidé. Deux, donc, moi, il me semble que donc, les élus doivent prendre une part beaucoup plus importante qu'elle n'est, c'est clair. Là-dessus, on a donc, l'expérience, puisque 50 ans en Yvelines, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça. On a évité un certain nombre d'erreurs qui étaient donc, visées directement donc, par le sommet de l'État, en travaillant ensemble, donc avec les techniciens donc, de l'État, et effectivement, on est arrivé à faire quelque chose qui est convenable, qui fonctionne bien. Donc là, non, c'est le même modèle à reproduire, c'est ce que vous nous expliquez. Il nous reste très peu de temps. Une question à Flavien Bazenet, donc pour le MoDem, puisque vous êtes encore le plus en retard sur ce temps de parole. Vous aurez peut-être le temps. Très synthétique. Effectivement, il vous aura peut-être le temps de développer un petit peu plus. Ça concerne toujours l'enseignement, l'éducation. L'une des premières mesures que devront prendre les députés, il faudra se prononcer sur les rythmes scolaires. Il faudra se prononcer sur les créations de postes également. Quel regard avez-vous dessus? Est-ce qu'il faut créer 60 000 postes, comme l'avait promis François Hollande pendant la campagne? Est-ce qu'il faut des semaines de 5 jours? Quelles sont vos ambitions pour l'éducation, si vous êtes élu? Alors, vous savez qu'on tient beaucoup à l'éducation dans notre parti. Enseignant moi-même, j'ai forcément une appétence assez forte. Alors, plusieurs points. Une part, on nous parle effectivement du côté du Parti socialiste de création de 60 000 postes. Très honnêtement, je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'on peut sanctuariser effectivement les financements, les postes aujourd'hui actuels. Il faut réfléchir à d'autres solutions moins coûteuses pour mettre des adultes et les présences d'adultes dans les écoles. Ce qu'on est proposé avec des étudiants qui touchaient des bourses et qui pourraient donner un peu de temps à la collectivité, ce qui semble assez logique, des droits et des devoirs. À côté, les rythmes scolaires sont bien sûr à revoir. Alors on voit plein d'effets d'annonce en ce moment. Je pense que c'est à voir en concertation avec les parents d'élèves et les enseignants. Et un point qui, moi, me semble très important, c'est de laisser les enseignants enseigner comme ils le souhaitent. C'est-à-dire que tous les ans, on change les façons d'enseigner. J'ai beaucoup d'amis qui sont institutrices et qui ressentent leur classe et qui adaptent leur programme et les façons d'apprendre à lire et à écrire selon les enfants. Donc il faut arrêter, c'est comme si on vous apprenait à faire votre métier tous les ans. Voilà, il y a un moment, c'est assez illogique. Donc conserver les moyens,
C'est évident, l'éducation, ça reste une priorité. Et puis pour les postes à créer, bien sûr, c'est un beau rêve. Moi, je serais complètement favorable. Malheureusement, il y a une réalité économique aujourd'hui. Et ça viendra peut-être dans quelques années. Esther Penouille. Alors, oui, nous sommes pour une école émancipatrice. Donc, l'école doit permettre à tous d'élever leur niveau des savoirs acquis. Et pour cela, nous pensons qu'il faut pouvoir scolariser les enfants dès 2 ans, et puis que la scolarité doit être obligatoire jusqu'à 18 ans. Concernant les rythmes scolaires, moi j'ai participé en tant que parent d'élève à la mise en place de cette étude sur les rythmes scolaires. On savait déjà que la semaine de 4 jours, ce n'était pas une bonne solution. Et bon, elle a été appliquée quand même, on revient en arrière, mais c'est toujours pareil, on ne tient pas compte finalement de l'avis des principaux intéressés. Et pour que vous soyez tous autour des 5 minutes de temps de parole, un dernier mot à François Simeoni, et le mot de la fin sera pour Flavien Bazenet pour le MoDem. Vous aurez le mot libre pour finir, puisque vous êtes un peu en retard. Oui, au niveau de la politique de l'enseignement, que je suis bien placé pour en parler, parce que ça fait 25 ans que je suis professeur dans l'éducation nationale, j'ai vu la massification de l'enseignement, j'ai vécu la dégradation de notre métier, j'ai vu la paupérisation des enseignants, et donc j'ai vu aussi bien de droite comme de gauche la volonté européiste de rendre les établissements scolaires comme les universités privées. Je vois qu'un décret a été passé le 9 mai, le décret Fillon, qui transforme la notation des enseignants en donnant juste aux proviseurs le pouvoir de noter les enseignants. Ça veut dire qu'un proviseur qui peut-être n'a jamais même été enseignant, voire enseignant d'une matière d'anglais, par exemple, va noter un professeur de physique ou de maths, ce qui est véritablement scandaleux. Je vous arrête parce que vous êtes à 5 minutes à peu près tous. Il reste 30 secondes pour Flavien Bazenet si vous souhaitez les utiliser. Mot de la fin, j'ai pris des engagements pendant cette campagne, 3 engagements principaux qui me semblent importants en termes d'exemplarité nécessaire pour les députés. J'espère que ce sera repris. 1, non-cumul des mandats, 2, rendre des comptes régulièrement aux citoyens, au moins tous les 6 mois avec des réunions publiques, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Et dernier point, moi j'ai dit que je reversais 50% de mes indemnités aux associations locales qui font un travail formidable et qui me demandent d'être encouragées. Merci à vous quatre en tout cas d'être passés pour ce premier plateau. Donc vous êtes à peu près tous à 5 minutes. On va faire une première pause dans ce débat spécial législatif. On est allé dans la rue demander aux gens quelle était leur priorité pour la 2e circonscription. Lutter contre l'urbanisme. Ah oui, parce que je trouve qu'on bétonne de trop, moi. Non, parce qu'ils bétonnent, après on a des problèmes de circulation. Moi, le Grand Paris, je suis contre. Je trouve qu'on ferait mieux de délocaliser en province plutôt que de faire l'inverse. Donc, je trouve que maintenant, il y a assez de degrés de développement. Enfin, peut-être que ça s'arrête. Au niveau de l'emploi, peut-être. Des crèches pour les enfants. Globalement, l'amélioration des transports le transport en commun, bien sûr. Préserver aussi un certain cadre de vie. Donc c'est pas toujours évident parce que entre améliorer les transports et faire attention au cadre de vie, mais je pense que c'est possible quand même. Voilà. Garder si possible cette proximité de campagne et que tout le monde apprécie évidemment. Construire et puis construire intelligemment, c'est-à-dire en évitant ce qu'on a fait il y a pas mal d'années, les HLM d'un côté, les belles maisons de l'autre, donc essayer de faire des quartiers où tout le monde se sente bien. Voilà.